Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des préconisations de sécurité sanitaire. Cette petite formation va vous permettre de comprendre dans les grandes lignes les mesures à appliquer pour assurer un travail en toute sécurité et sérénité. Les objectifs de cette formation sont les suivants. À l'issue de cette séquence, vous serez capable donc de connaître les grandes lignes du guide de préconisation en matière de sécurité sanitaire. Bien évidemment, appliquer et faire appliquer les consignes. De même, pour réaliser ces consignes, il va vous falloir utiliser des checklists, des analyses de risque et mettre en place des protocoles. Et également, pour vous protéger avec les moyens de protection adéquats, il faudra savoir utiliser les gants, les masques et les autres EPI adaptés bien évidemment. Sur cette formation, nous allons voir donc le contexte. Le but n'est pas de refaire toute l'histoire, nous la connaissons, c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons voir ensemble les exigences, les consignes générales et également les consignes particulières sur vos activités, l'utilisation des analyses de risque et des fiches checklist, la mise en place des protocoles et bien évidemment l'utilisation des moyens de protection. Le contexte. Comme je vous le disais, nous n'allons pas refaire l'histoire. Vous connaissez déjà la crise qui est en cours. Nous demandons aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité sanitaire des collaborateurs. Bien évidemment, pour cela, il va falloir que l'entreprise évalue sa capacité à s'y conformer et mettre en place les mesures adaptées. Seul le respect des mesures préventives va permettre la limitation de l'infection, vous le savez. Et si ces 3 points ne sont pas respectés, eh bien, les activités ne peuvent pas se dérouler. On vous demande de reprendre une activité, et tout le monde le souhaite, bien sûr, pour l'économie. En revanche, il vous faut gérer cette activité en toute sérénité. Il va falloir faire la différence entre la tâche qui est votre travail, votre activité, et comment vous allez la faire. Donc il y a là une différence entre la tâche et l'activité. Votre métier, il va falloir le réaliser, certes, mais il va falloir le réaliser en ayant en tête des protocoles de gestion de la contamination. C'est ça qui est compliqué puisqu'on vous demande de gérer en plus de votre métier un autre métier. Pour ce faire, il y a quelques exigences qui sont demandées aux entreprises. Lors de vos activités, bien sûr, il va falloir systématiquement obtenir l'accord préalable des clients, si vous allez chez des clients, et de l'employeur, si vous êtes amené à aller chez l'employeur. Je le rappelle que si vous avez la possibilité de faire du télétravail, il faut continuer à le faire dans de bonnes conditions. Il va falloir formaliser toutes les conditions sanitaires. Alors quand je dis formaliser, ça va être déjà de l'affichage, très simple, facile à lire et à comprendre pour tout le monde. Et puis formaliser dans le cadre de votre prévention des risques. Il va falloir formaliser toute la capacité de la production de votre chaîne. Alors quand on parle de production, c'est tous les collaborateurs et collaboratrices qui sont dans votre entreprise et qui vont faire redémarrer cette entreprise. Les conditions d'intervention extérieure-intérieure. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez chez le client? Est-ce qu'il y a des sociétés qui se rendent chez vous? Il va falloir également le formaliser avec des règles strictes à respecter. Le nombre de personnes sur le chantier. Vous êtes 30, 20, 40 dans l'entreprise. Est-ce que tout le monde est obligé d'être dans vos bureaux, sur vos chantiers, dans votre activité? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un planning et un roulement? Et bien sûr, gérer la coactivité. Vous êtes à plusieurs entreprises sur une même activité. Comment allez-vous gérer cela? Pour bien sûr maintenir la distance entre chaque personne. Si vous êtes amené à aller chez des clients particuliers, il faut bien évidemment l'acceptation des conditions générales d'intervention et bien sûr que le particulier soit d'accord. Il faut vous assurer que vous avez à disposition des moyens de protection et bien sûr la possibilité de pouvoir vous laver les mains, soit avec de l'eau, du savon, soit avec un liquide hydroalcoolique. Toujours lors de vos activités, si vous êtes amené à faire des grands déplacements, il va vous falloir vous assurer que les
salariés qui seront en grand déplacement peuvent bénéficier d'un logement et d'une restauration. Pour les apprentis, les stagiaires et les alternants, si vous en avez, il est recommandé de ne pas les autoriser, de se rendre sur le lieu d'activité. Bien évidemment, le contrat ne doit pas être rompu. C'est une des exigences durant cette période assez compliquée. Au niveau des consignes générales, alors là, il en va du bon sens. Ce sont des consignes que l'on connaît déjà, que l'on nous répète depuis quelques semaines maintenant. Bien évidemment, il va falloir se laver les mains avec de l'eau, du savon, donc à minima au début de votre journée, à chaque changement de tâche, et il est recommandé de le faire toutes les 2 heures. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une minuterie, soit dans vos bureaux, sur votre chantier, sur votre activité. Vous mettez une alarme, toutes les 2 heures par roulement, chacun se lave les mains, change les gants et au moins il n'y a pas un oubli sur ce respect. Après contact avec d'autres personnes ou d'autres objets que vous avez manipulés, que vous êtes amené à utiliser à plusieurs, bien évidemment, il faudra se laver des mains si vous ne portez pas de gants. Du bon sens, comme avant le confinement et avant ce virus, avant de manger, avant de fumer, avant de boire, on se lave les mains, bien sûr. Si vous n'avez pas possibilité d'avoir un poids d'eau, il vous faudra bien évidemment du liquide hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains. Et ne pas se toucher le visage avec ou sans gants et sans nettoyage préalable des mains. Alors c'est normal, hein, c'est humain, on le fait tous. On va le faire environ de 50 à 70 fois par heure. On va se toucher les joues, le nez, le menton, etc. Il faut essayer de proscrire tous ces gestes que l'on fait inconsciemment. De même, lorsque vous allez utiliser même un stylo, le stylo, généralement, soit on le met ici, soit on le met dans la bouche, tout ça, il va falloir éviter. La possibilité de vous laver les mains avec l'accès à un point d'eau et du savon est une condition incontournable pour autoriser l'activité. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas continuer votre activité. Dans le cas du port d'un masque respiratoire, on connaît tous la problématique des masques actuels, à s'en procurer notamment. Néanmoins, dès lors que vous en avez, le port du masque et des lunettes sera obligatoire dans les cas suivants. Lorsqu'il n'est pas possible de travailler à plus d'1 mètre d'une autre personne, voilà. Là il va falloir mettre les mesures barrières et le seul moyen c'est le port du masque et des lunettes. Et pour ça on vous mettra à disposition le port du masque de type 1 à usage non sanitaire et suivant les activités que vous avez, du FFP2, du FFP3 en fonction des risques qui ont été identifiés. Je reviens sur l'aspect lunettes. On sait bien, lorsqu'on porte des masques et des lunettes en plus, qu'il y a de la buée qui vient dans les lunettes et donc qui va amener un risque supplémentaire. Lorsqu'on met des moyens de protection, il faut réfléchir, est-ce que le moyen de protection que je mets en place ne m'apporte pas un risque supplémentaire? Avoir de la buée dans les yeux va vous amener une perte de visibilité, va forcément vous faire vous toucher le visage pour remettre en place le masque et les lunettes. Donc ce que je préconise, c'est la visière. La visière est plus adaptée dans ce cas. Je sais bien que ce n'est pas facile de travailler avec, mais ça évitera déjà un danger supplémentaire. Dans le cas où vous êtes amené à être en contact avec une personne malade, il va bien évidemment falloir porter un masque de type 2, qui là amène une filtration. Et la personne malade et son entourage devront également porter ce type de masque. Dans le cas où vous êtes chez une personne à risque, ayant une pathologie chronique, il faudra également porter un masque pour éviter de lui amener un danger supplémentaire. Le respect de la distance minimale d'1 mètre reste indispensable en cas d'impossibilité technique, et donc là, les mesures de protection seront bien évidemment à mettre. Et le port des gants de travail usuels et de lunettes ou de visière est également recommandé. Pour terminer sur les consignes générales, comme je le disais, il en va d'une logique. Il vous faudra contrôler à chaque fois
l'accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier. Questionner les salariés lors de la prise de poste avec le questionnaire santé. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a des problèmes à respirer? Il va falloir mettre au sein de votre entreprise, si ce n'est pas déjà fait, une communication constante. Désigner un référent Covid pour l'entreprise. Le référent Covid va permettre de coordonner toutes ces actions. Puisque comme je vous l'ai dit avant, en plus de votre tâche à réaliser, de votre métier, on vous demande de réaliser un autre métier. Le temps que le virus se dissipe. Donc il peut être le responsable de l'entreprise, le responsable d'agence, le coordinateur de chantier, le chef de chantier, le chargé de travaux. À vous de décider qui pourra faire ça. En revanche, le référent Covid, ce sera à lui de mettre en place les mesures et de s'assurer qu'elles soient respectées et de communiquer constamment sur ces mesures. Assurer une information constante pour le personnel. Vous le faites peut-être déjà durant votre quart d'heure sécurité. Là, en plus de ce que vous faites régulièrement durant vos activités, il faudra quotidiennement ou par poste réaliser cette communication. Il est préférable de réaliser ces réunions à l'air libre. Au moins, ça permet d'éviter d'être dans un lieu restreint. J'insiste sur le fait que toutes ces réunions doivent être formalisées pour garder une trace des mesures de prévention que vous mettez en place. Au-delà des tâches à réaliser de votre activité, de cette gestion de cette contamination, il ne va pas falloir négliger les risques classiques de vos tâches habituelles. Un électricien, un mécanicien, un chauffeur routier, ce n'est pas parce qu'on a le gant, les masques et qu'on a mis en place toutes les mesures de distanciation que nos risques habituels de chantier ne sont plus là. Donc il va falloir gérer cela en plus. Maintenant que nous avons abordé les consignes générales, il y a des consignes particulières à respecter, notamment sur vos lieux d'activité, dans les bureaux ou sur les chantiers. Je le disais tout à l'heure, si l'on peut et si l'activité ne va pas en pâtir, il faut maintenir le maximum de personnes en télétravail. Établir un protocole de gestion des flux limitant l'accès aux salles et espaces collectifs, dont les réfectoires et les salles de pause. Certaines entreprises ont fait le choix de ne plus laisser de vestiaire, par exemple, ou même de réfectoire. Quel est votre choix? Quelle est votre solution? Dans tous les cas, il faudra établir un protocole. Le protocole est des règles que vous allez mettre en place et communiquer à vos salariés durant le quart d'heure sécurité. Est-ce que vous établissez des plannings? Est-ce que vous avez fait un chemin de circulation? Est-ce que vous avez identifié potentiellement les distances minimales à respecter? Est-ce que vous avez précisé aux gens qu'il faut se laver les mains, désinfecter les objets qui sont touchés, etc. Ça, c'est tout ce que vous allez devoir mettre en place et bien sûr le formaliser et le faire prendre en compte à vos salariés. Procéder à un nettoyage régulier au moyen de désinfectants, toutes les 2 heures à minima. Et aérer les pièces. Pareil, minimum 2 à 3 fois par jour, il faut aérer pour faire évacuer et renouveler l'air. Et organiser une logistique simple, efficace et centralisée. C'est-à-dire que si j'ai des livraisons à faire quelque part, ou si j'ai du matériel à amener sur un chantier, eh bien, est-ce que je vais constamment faire venir des gens de l'extérieur? Est-ce que moi-même je vais me déplacer constamment? Ou est-ce que je ne peux pas réussir à gérer ça en un seul point central ou le faire à horaire fixe? Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais il va falloir réaliser ça et ce point-là, il faudra le notifier dans votre protocole. En cas d'utilisation commune de véhicules, engins de chantier, etc. Il va falloir veiller à s'assurer que la distance minimale d'1 mètre est respectée, ce qui n'est pas toujours évident. Dans un véhicule de service ou une camionnette, on sait bien que ce n'est pas évident. Donc soit vous avez la possibilité d'être plusieurs par rang, je pense aux camionnettes où il y a plusieurs rangs, soit une seule personne par véhicule. Si ce n'est pas le cas, j'ai des clients par exemple qui ont mis un plexiglas sur la place du milieu. Cela dit, le plexiglas amène un autre risque en cas d'accident. Donc à vous d'identifier la solution la plus adéquate. Dans le cas d'une utilisation partagée, il faudra prévoir la désinfection des surfaces de contact. Les poignées, le volant,
le pompe de vitesse, etc. Tout ça, ça sera à mettre en place dans votre protocole de gestion. Et bien sûr, en cas d'utilisation des transports en commun, respect de la distance minimale d'1 mètre et lavage des mains et éviter de toucher le visage et tous les autres objets qui nous entourent. On le sait que le masque sera potentiellement obligatoire dans les transports en commun. Et bien sûr, ne pas oublier votre attestation d'employeur pour justifier de votre trajet. Dans le cas d'utilisation de bureaux, de bungalows, de bases vides, de réfectoires, de vestiaires, etc., il va falloir assurer un affichage fort, visible de tout le monde et simple et facile à comprendre. Pour respect des distances, pour le lavage des mains et puis pour la gestion de flux. Roulement, désinfection, non-croisement, alors ce qu'on appelle la marche en avant. Est-ce qu'il est possible de faire une entrée et une sortie pour éviter que les gens se croisent? Si vos locaux le permettent, c'est l'idéal. Assurer quotidiennement les nettoyages des installations communes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aérer et désinfecter et en même temps se laver les mains. Et bien sûr, il est préconisé de privilégier les repas et boissons préparés à la maison. Nous savons de toute façon qu'il n'est pas prévu que les restaurants ouvrent dans l'immédiat. Néanmoins, les snacks à emporter seront ouverts. Mais si on peut ramener de la maison, c'est préférable. Dans le cas des activités, il faudra limiter le nombre de personnes, si possible, on le sait, établir des plannings. Attribuer les outillages de façon individuelle, sauf en cas de port systématique de gants. Et limiter le prêt de matériel entre salariés. Dans tous les cas, il faudra désinfecter le matériel. Si j'utilise un stylo, un marteau, un ordinateur, une tablette, et qu'on est à se le prêter, il faudra à chaque fois penser à le désinfecter. Si j'utilise des gants constamment, tout ce que je vais toucher avec mes gants aura potentiellement été contaminé. Donc il faut y songer à chaque fois. Gérer le flux de circulation et la logistique, je le disais tout à l'heure, essayer de le centraliser, et communiquer constamment durant le quart d'heure sécurité, ou à chaque poste, le matin, ou à plusieurs postes. Communiquer sur l'affichage que vous avez réalisé, sur les consignes à respecter de la journée, peut-être informer les salariés qu'un de leurs collègues est potentiellement contaminé. Donc tout ça, il va falloir instaurer cette consignation, cette communication, pardon, et c'est le référent Covid qui en aura la responsabilité, entre autres. Dans le cas où vous êtes dans les locaux des clients, ce qui peut arriver, vérifiez avec le client au préalable les conditions d'intervention, conditions de respect sanitaire, accès à un point d'eau, respect des distances de sécurité. Et si vous êtes chez le particulier, je le disais tout à l'heure, il faudra vérifier avec le particulier, déjà s'il est d'accord, et les conditions d'intervention. Est-ce que vous avez accès à un point d'eau? Est-ce qu'il n'est pas malade? Si c'est le cas, est-ce qu'il porte un masque? Vous portez un masque, son entourage aussi peut être protégé et ne pas venir auprès de votre activité. Dans tous les cas, dès lors que vous ne pouvez pas respecter ces règles, il faudra stopper l'activité. Pour réaliser votre intervention en toute sérénité, vous avez à disposition des analyses de risque et des fiches checklist. Le but de cette analyse des risques. L'analyse des risques, c'est quelque chose que vous devez réaliser. Vous posez la question. La première parade dans une prévention des risques, c'est éviter les risques. Suis-je obligé de réaliser cette intervention? Oui, non. On le fait tout le temps dans la sécurité classique. Est-ce que je suis obligé de monter à 6 mètres de hauteur pour réaliser mon travail? Est-ce que je ne peux pas le faire d'en bas? Oui, non, on se pose la bonne question. Là, on est sur la même chose concernant la potentielle contamination. Est-ce que nous sommes obligés d'être à 10 dans la même pièce? Peut-être pouvons-nous gérer une logistique différente. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas éviter les risques, ok, on prend les mesures de protection adéquates, les masques, les gants. Vous avez à disposition des checklists qui sont relativement simples et rapides, qui sont en 10 points. Elles vont vous permettre de définir et de respecter les modalités spécifiques face au risque. Et elles vont aussi définir le qui fait quoi en phase de travaux, pour la gestion des flux notamment.
Et elles vous permettront d'assurer les conditions d'exécution et vous assurer qu'elles sont bien toutes garanties avec le client, avec les sous-traitants, avec les fournisseurs, avec les co-traitants. Si vous avez bien évidemment un plan de prévention, ce sera à prendre en compte dedans, un PPSPS également. Et si vous avez la possibilité d'avoir un coordonnateur SPS sur votre chantier, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de lui pour vous aider. Les protocoles. Il en est de même. Vous allez avoir 3 protocoles à faire régulièrement qui sont identifiés déjà et qui sont à votre disposition. En revanche, je le disais, un protocole d'entreprise qui vous incombe, en fait, qui est votre façon de gérer les choses, sera à établir. Protocole d'intervention chez un particulier à risque de la santé élevé. Est-ce qu'il a une pathologie? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il peut se protéger? Est-ce qu'on peut se protéger? Pareil, dans la prévention, est-ce qu'on peut éviter le risque? Si on ne peut pas, on met les moyens de protection adéquats. Protocole d'intervention chez un particulier malade. Donc là, est-ce que vous souhaitez y aller? Est-ce qu'on ne peut pas attendre potentiellement que la maladie soit résorbée? Dans ce cas, si on est obligé d'y aller, comment on se protège? Il faut avoir toutes les conditions réunies. Protocole d'intervention chez un particulier classique. Est-ce qu'il y a d'accord? Est-ce que vous avez accès à tous les moyens sanitaires? Et le protocole de gestion des flux en entreprise. Donc ça, c'est le vôtre qui vous incombe. Et là, c'est comment vous gérez la vie de votre entreprise pendant cette période particulière. Un dernier point qui sera sur l'utilisation des moyens de protection. Dans le cas où nous sommes seuls sur un chantier, on va dire qu'il n'y a pas de problème puisqu'on va pouvoir facilement respecter les distances. En revanche, dans le cas où nous sommes à plusieurs, il va falloir gérer différentes choses. Avoir des gants. Alors, soit les gants chirurgiens, soit en fonction de votre activité, des gants de manutention, des gants anti-coupure, etc. seront à gérer, mais ça va être la même chose. On vous demande à chaque fois de vous laver les mains. Alors ces fiches-là, vous les avez à disposition sur Internet. On l'a identifié en 4 étapes qui sont assez simples. Néanmoins, pour se laver les mains correctement, il y a 7 étapes. 7 étapes faciles à respecter. Donc, on mouille les mains, on met du savon. Première étape, on frotte la paume des mains. Deuxième étape, le dessus. Troisième étape, le creux des mains. Quatrième étape, l'intérieur, on se pince les mains. Cinquième étape, l'intérieur du pouce. Sixième étape, le tranchant. Septième étape, les poignets. Et on rince. Là, vous êtes sûr d'avoir fait le tour des mains. Et dans tous les cas, au moins tout sera lavé. Je vous invite à le faire. Bien évidemment, le référent Covid, vous pouvez faire ces exercices-là pendant le quart d'heure sécurité. De même pour le port de masque, on a les 8 points qui sont identifiés ici. Bien sûr, lorsqu'on va utiliser un nouveau masque, on se lave les mains avant. Voilà. J'ai ici un masque, donc le masque est propre, j'ai les mains propres. On vient le plaquer sur le nez. On met les élastiques derrière, on le dispose, on plaque. Si il se plaque sur le visage, c'est très bien. Une fois qu'il est mis, on ne doit plus y toucher, puisqu'on aura les gants et qu'on aura potentiellement touché des objets contaminés. Dès lors qu'avec mes gants, je vais redisposer mon masque, mes lunettes peut-être qui ont de la buée, j'ai potentiellement mis de la contamination sur mon visage. Donc si c'est ça, j'enlève le tout, je vais me désinfecter les mains et je recommence. Pour l'enlever, c'est la même chose. J'enlève les gants, je me désinfecte les mains et je viens prendre les élastiques. Et à la poubelle, sans mettre devant. Alors une petite précision sur la barbe. Donc qu'elle soit culturelle ou par pure esthétique, une barbe ne garantit pas à 100% l'étanchéité du masque. Donc que faites-vous? Avez-vous la possibilité de la raser, de la raccourcir éventuellement? Dans tous les cas, avoir un masque avec la barbe, ce sera mieux que rien, mais ça ne garantit pas l'étanchéité maximale.
En tant qu'employeur, vous ne pouvez pas obliger un collaborateur à se raser. Donc comment gérez-vous tout ça? Au-delà de ça, il va falloir faire attention à l'effet de sécurité. Ce n'est pas parce que j'ai le masque, j'ai la visière, j'ai les gants, j'ai tous les moyens de protection que je ne vais pas me contaminer ou contaminer un voisin. Je le disais tout à l'heure, dès lors que j'ai les gants et que je touche quelque chose, j'ai potentiellement contaminé cet objet. Donc il va falloir tout le temps le décontaminer et se poser la question de ce que j'ai fait, si c'est bien ou pas. J'ai les gants, je me gratte l'arrière de la tête, mais potentiellement je me suis contaminé l'arrière de la tête. Je touche mon masque, je le remets, pareil, je me suis contaminé. Donc il ne faut pas avoir en tête que voilà, j'ai les moyens de protection, je suis protégé. Imaginez constamment que sur vos mains, vous avez de la peinture fraîche. Donc dès lors que je me gratte, je me mets de la peinture. Je touche mon masque, je mets de la peinture. Je tiens mon stylo, je mets de la peinture dessus. Donc dès qu'on a ça en tête et qu'on a réussi à le faire, et je sais que ce n'est pas évident, vous allez pouvoir réussir à gérer cette contamination et cette décontamination. Ne pas négliger non plus les risques de votre activité. Je fais un point rapide. Pensez à remettre à jour votre démarche de prévention dès aujourd'hui et bien évidemment remettre votre document unique à jour puisque toutes ces phases vont être prises en compte dedans et on sait bien que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, il va falloir vivre avec. J'ai fait un point rapide, cette formation bien sûr ne permet pas de couvrir la totalité de vos activités. Donc si vous avez besoin d'informations, je me tiens à votre disposition par mail. Bien évidemment, le support sera à disposition pour vous permettre de faire une petite information à vos équipes. Et je le rappelle, n'oubliez pas de formaliser tout ça et de le faire prendre en compte à tous vos collaborateurs. Voilà. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et travaillez en toute sécurité.